Monsieur Herrera. Ce qu'a dit Madame Chiantiebo plus tôt, qui me semble fondamental si on veut bien comprendre les enjeux de ce dossier. Ce n'est pas une question de deux poids, deux mesures, où Israël oui, l'Iran non. Il y a un poids et une mesure qui est le traité de non-prolifération nucléaire qu'a cité Madame Chiantiebo. Ce traité, il ne parle nulle part de droit à l'enrichissement. Il parle du droit à l'usage pacifique de l'énergie nucléaire. Mais pas le droit de faire des bombes atomiques. Ni le droit d'avoir des technologies qui permettent soit de fabriquer du combustible pour des centrales, soit de fabriquer la matière fissile dans une arme. Et toute l'inquiétude de la communauté internationale et toute la raison pour laquelle l'Union européenne et les trois Européens se sont mobilisés, c'est précisément cette donnée mise en avant, non pas par un tel ou par telle ou telle rumeur, mais par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui parle, et je cite là son directeur général, qui ne peut pas être soupçonné de collusion avec les Américains, les Israéliens ou qui que ce soit, d'une politique de dissimulation, qui parle de 20 années de programmes menés dans la clandestinité. Et c'est ça qui suscite notre inquiétude. D'accord, mais pardon, mais une question de... Pardon, je vous en prie, monsieur. Mais ce n'est pas nouveau, il y a 2 ans dont on parle. Mais quand on a découvert que l'Iran n'avait pas donné des informations nécessaires à l'agence, à ce moment-là, il fallait intervenir, je suis d'accord. Mais il y a 2 ans, l'Iran a laissé les inspecteurs de l'agence aller en Iran, voir la situation. L'Iran a signé le protocole additionnel qui permet à l'agence d'intervenir à chaque moment. Alors, pourquoi maintenant, au bout de 2 ans... pourquoi maintenant, alors, question, vous vous posez la question, pourquoi maintenant? Voilà, exactement. Pourquoi maintenant? Il fallait le faire il y a 2 ans. Je suis d'accord, oui. L'Iran était en contradiction avec ses engagements. Plus maintenant, parce qu'ils se sont mis en rapport avec l'agence, ils ont donné des informations. Maintenant, l'Iran est en voie de normaliser sa situation avec l'agence. Pourquoi maintenant? Voilà. Eh ben, pourquoi maintenant? Alors, oui, alors, la réponse, elle est très simple, parce qu'à partir du moment où les Européens sont rentrés dans le jeu, il y a eu un deal, un marchandage. En gros, on dit, on suspend le processus qui nous conduit au Conseil de sécurité à condition que vous suspendiez le mécanisme d'enrichissement de l'uranium. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai, il y a eu une sorte de pause diplomatique. Au lieu d'aller tout de suite à New York au Conseil de sécurité, on dit ok, on a dit aux Iraniens, ok, d'accord, on négocie, on gèle le processus. Ça aurait très bien pu, si on s'en tenait aux faits, car il ne faut pas parler de fantasmes, il faut parler de faits, et les faits ils sont dans les rapports de l'agence internationale, c'est-à-dire de l'ONU. Eh bien, si on s'en tenait aux faits, il y avait de quoi aller à New York, en effet, il y a déjà 2 ans. Écoutez, je pense que je suis d'accord avec M. Aïteman, bien évidemment. Alors la question, pourquoi maintenant? Premièrement, il ne faut pas oublier non plus que dans ces négociations entre la Troïka européenne et l'Iran... Qu'est-ce que c'est la Troïka européenne? Alors les 3 pays européens, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, n'est-ce pas, qui sont des négociateurs sur le nucléaire avec l'Iran de la part de l'Union européenne. Et jusqu'à récemment, les États-Unis et la Troïka n'étaient pas sur la même longueur d'onde, si je peux m'exprimer ainsi. Mais de plus en plus, on constate effectivement l'alignement de la Troïka, notamment de la France, à ma connaissance, sur la position américaine, qui est une position de menace, qui est une position de menace sans contrepartie. Il faut aussi regarder de côté les Iraniens. Sans contrepartie, c'est-à-dire la France, elle irait donc sur l'Amérique. Bah, écoutez, laissez-moi terminer juste pour répondre à tes traits, puisque les Européens aussi s'étaient engagés à donner à l'Iran des contreparties. Les Iraniens, ce qu'ils veulent, et veulent encore aujourd'hui, à mon sens, c'est la levée de l'embargo américain contre l'Iran, décrété en 84 et qui continue jusqu'à aujourd'hui, qui est un embargo notamment technologique, militaire, etc. Mais aussi la restitution des avoirs iraniens bloqués aux États-Unis depuis les 25 dernières années. Et disons que l'Europe n'était pas à la hauteur des revendications des Iraniens. Il y a des raisons. Il ne faut pas oublier que c'est le président Khatami, avant l'investiture d'Ahmadinejad, qui a décidé la reprise des activités de la centrale nucléaire d'Ispahan. Donc, il ne faut pas seulement diaboliser les Iraniens, il faut aussi voir la part jouée par l'Europe et par les États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle on est dans l'impasse. On est dans l'impasse. Mais Bernard Guetta, aidez-nous à comprendre et à démêler. Non, mais on va essayer. À l'impossible nul n'est tenu. Alors, au fond, est-ce vraiment illégitime, au nom de quoi un pays comme l'Iran se dote de l'arme nucléaire? Au nom de quoi on dit non?
Attendez, aidez-moi à comprendre ça, sur point précis. Disons que c'est illégal parce que l'Iran a signé un traité de non-prolifération, il ne s'est pas retiré de ce traité, et donc il est tenu par un engagement international à ne pas développer d'armes atomiques. Est-ce que c'est illégitime? Voilà. C'est une chose différente. Oui. Il y a d'abord illégal, ensuite il y a illégitime, et ensuite il y aura dangereux. D'accord. Alors, on est parti. Attachez-vous ça, c'est les trois questions. Illégal, illégitime, dangereux. Allons-y. Alors, est-ce que c'est illégitime? Écoutez, non, on peut dire que tout pays a le droit de considérer, comme la France l'avait fait, comme les puissances nucléaires l'ont toutes fait en leur temps, que l'arme atomique est nécessaire à leur défense ou à l'affirmation de leur puissance. Alors oui, on peut défendre ça, on peut défendre ça avec un bémol considérable. C'est que si l'Iran se dote demain de l'arme atomique, ça pose toute une série de problèmes, tous plus redoutables les uns que les autres. La boîte de Pandore. Premièrement, c'est la boîte de Pandore, évidemment, parce qu'on a déjà l'Inde, le Pakistan et combien d'autres en préparation. La sympathique Corée du Nord. Et la sympathique Corée du Nord et tout ce qu'on veut, etc. Si demain, c'est l'Iran, tous les efforts de la communauté internationale, efforts légitimes et nécessaires politiquement pour la stabilité du monde, de freiner et d'arrêter la dissémination de l'arme nucléaire, explosent. Et à ce moment-là, on revient en arrière en termes de stabilité internationale d'une manière extraordinairement dangereuse. Donc il faudrait absolument que ce processus de développement d'une arme atomique, qui date en termes d'ambition politique du Shah et pas de la République islamique. Déjà sous le Shah, l'Iran avait cette ambition. Votre voisin dirigeait l'Iran, l'industrie atomique iranienne. L'Iran avait cette ambition. Et donc il faudrait... Ça vous fait rire. Oui, mais... Non mais, monsieur le confirme. Monsieur le confirme. Et ça n'est pas un secret d'ailleurs. Pas confirmé, non? Vous avez souri comme ça. Vous n'avez pas démenti, comme on dit à la Maison Blanche. Ça viendra. Voilà. Non. Donc évidemment qu'il faudrait arrêter ça. Mais tout l'intérêt de la situation aujourd'hui, c'est qu'en vérité, les Occidentaux n'ont pas véritablement les moyens d'arrêter ça, et l'Iran n'a pas véritablement non plus les moyens de continuer parce que ça risque de lui coûter très cher. Très cher. Et donc, on est dans une situation très étrange aujourd'hui. Très cher économiquement, bien sûr, en termes de place dans l'économie internationale, parce que tout l'effort, encore juste une phrase, tout l'effort de l'Iran depuis, disons, une bonne quinzaine d'années, en vérité, et certainement depuis 10 ans, a été de se rapprocher, de se réintégrer dans le monde. Et aujourd'hui, ils compromettent eux-mêmes une ambition nécessaire, profonde et générale.